e siècle avant Jésus-Christ, celle de Phidias. Tandis que le type de la coiffure, le travail onctueux de la bouche, évoque les visages du siècle suivant, ceux des sculpteurs Praxitèle, Scopas ou Lysippe. Regardons ce type féminin créé vers 330 avant Jésus-Christ par Lysippe. C'est exactement le même thème. Ainsi nous est conservé, par une copie romaine en marbre, la Vénus de Capoue, la figure que Lysippe avait conçue en bronze et dont procèdent évidemment plusieurs créations, parmi lesquelles l'Aphrodite du Louvre. On comprend donc bien pourquoi on a commencé par faire de la Vénus de Milo une statue classique. Mais si Lysippe avait construit sa statue comme un profil, le sculpteur de la Vénus de Milo, plus sensible aux effets de torsion, modifie le rythme de son modèle. Observons une adaptation plus servile. La victoire de Brescia, bronze fondu sous Vespasien, reflète plus fidèlement l'archétype. L'artiste de la Vénus de Milo, lui, était d'une ambition plus haute. Mais on reconnaît bien sur son œuvre la marque des temps hellénistiques. Pendant les 3 siècles qui ont suivi la mort d'Alexandre, en effet, des artistes font toutes les expériences, tantôt frayant des voies nouvelles, tantôt poussant les recherches antérieures jusqu'à leur paroxysme. Ainsi, pour la Vénus de Milo, ce qui n'était à l'origine que simple déhanchement est devenu dislocation de la silhouette. Sa complexité mouvante ne peut trouver sa place parmi les formes classiques, non plus que le réalisme du ventre. Mais ces effets, étrangers à l'art classique, sont fondus dans l'exécution à tel point qu'ils redonnent la vie à une forme née plus de 2 siècles auparavant. C'est donc dans la terre féconde de l'héritage classique que l'artiste a fait pousser cette plante vigoureuse où la sève circule puissamment. Mais quand? Probablement dans la période de transition entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, comme le suggère l'étonnante ressemblance de style que la Vénus de Milo entretient avec un portrait idéalisé du roi Mithridate, portrait qui, on le sait, fut sculpté en cette période. C'est donc alors que Rome achevait d'étendre son autorité sur les foyers de l'hellénisme que l'artiste qui a sculpté les formes de l'Aphrodite de Mélos a fait jaillir du marbre des îles une œuvre forte, dont la richesse atteste que le génie plastique des Grecs n'était pas essoufflé au moment même où ils perdaient la liberté. Pour reprendre la formule du poète latin Horace, c'est avec de tels chefs-d'œuvre que la Grèce vaincue allait vaincre son farouche vainqueur. Cette image de la beauté est encore la nôtre.